Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons d'analyse statique de code, mais pas que. Si vous avez beaucoup de code, que vous demandez ce qu'il y a dedans, restez branchés, c'est pour vous. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Chaque semaine, dans vos plateformes de podcast, sur le web, je vois que vous êtes nombreux à nous écouter d'ailleurs sur le web. N'oubliez pas le confort du podcast sur vos smartphones également, comme ça vous pouvez le télécharger et puis l'écouter quand vous courez, quand vous êtes en voiture, dans le train ou à n'importe quel moment offline. Laissez-nous vos petits pouces vers le haut, les 5 étoiles, c'est ça qui titille les algorithmes de recherche et qui fait que nous sommes mieux positionnés dans les champs de recherche. Le podcast AWS en français cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un partenaire en la personne de Sylvain Caillot. Bonjour Sylvain, tu travailles pour Cast. Dis-moi, Cast c'est quoi ? Bonjour. Alors, Cast, c'est effectivement une société qui travaille à la base sur de l'analyse statique de code, mais on a créé une catégorie spécifique pour ça qu'on appelle la software intelligence, parce qu'on essaye d'aller un peu plus loin que la simple lecture de votre code source applicatif pour en dire quelque chose. On va aller rechercher toutes les informations qui sont possibles de remonter en analyse statique. On va essayer de les instrumenter pour qu'elles permettent de travailler à de la prise de décision sur les différents axes qui sont ceux qui préoccupent les DSI aujourd'hui. Les 4 grands axes sur lesquels on travaille, c'est la migration vers le cloud, c'est la modernisation des applications, c'est le suivi de la dette technique et dérisquer les applications par rapport à certains types de défauts. Et enfin, c'est faciliter toutes les décisions d'investissement, en particulier dans les cadres de due diligence. Donc c'est pour les grandes entreprises a priori, on est d'accord avec un héritage logiciel conséquent, des centaines de milliers, des millions de lignes de code. C'est pour les grandes entreprises qui ont des centaines de millions de lignes de code, mais aussi pour les entreprises qui auraient moins d'applications que ça, mais qui seraient très stratégiques et très importantes pour leur chiffre d'affaires. Et il faut comprendre a posteriori, c'est pas facile à prononcer, ce qu'il y a là-dedans. Quel est le challenge ? Vos clients viennent frapper à votre porte et vous demandent quoi essentiellement ? C'est quoi le challenge qu'ils essayent de résoudre ? Alors, leur challenge, c'est les applications. On pourrait penser que c'est simple. Elles ont été construites sur la base d'une architecture bien conçue par des développeurs qui ont bien travaillé et tout documenté. La réalité, c'est qu'il y a tellement d'objets, c'est tellement permissif, il y a tellement de choses qui sont possibles que très rapidement, ça devient un environnement très complexe et que pour pouvoir avoir une visibilité assez claire de la manière dont c'est organisé, pour pouvoir se guider au sein de ce système, eh bien, il n'y a pas d'autre façon que d'analyser ce code. La vérité est dans le code, comme on dit, et pas dans les documentations qui ont vécu et qui sont plus à jour. Et donc, on va pouvoir remonter toute cette information et être capable de la fournir et de la distribuer, de la remettre aux différents utilisateurs dans un format qui leur est compréhensible. Un manager va pas pouvoir exploiter les résultats de la même façon qu'un développeur, ni même avec les mêmes objectifs. C'est le challenge que relève Cast et c'est dans l'idée pour pouvoir traiter les différents axes stratégiques dont je parlais à l'instant, les fameux 4 axes stratégiques que j'ai. Mais c'est quoi l'output d'une analyse alors ? Parce que le nombre de lignes de code, etc., ça c'est vraiment basique, mais donc c'est vraiment les dépendances, les modules, comment l'analyse de code, elle va vraiment, l'output des analyses de code, il va vraiment être très variable. Il va dépendre du profil à qui il est destiné. Donc on va essayer de synthétiser et de résumer les informations. Quand on s'adresse à un manager, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est peut-être comment un portefeuille d'applications est organisé, comment le risque sur ce portefeuille se segmente en fonction de ses objectifs stratégiques. Si son objectif, c'est faire de la maintenue en conditions opérationnelles, c'est de comprendre combien ça va lui coûter de maintenir en conditions opérationnelles son ensemble d'informations, c'est de comprendre où est sa dette technique, comment il peut dérisquer ses applications. Si c'est quelqu'un qui décide de faire de la migration vers le cloud, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer la montée vers le cloud et comment il pourrait réorganiser, réarchitecturer ses applications. Et puis si on est un développeur et qu'on doive intervenir sur une application qu'il faudrait réarchitecturer ou refactorer, c'est comment elle est vraiment organisée en détail et effectivement dans ce cas-là comment s'articulent les liens entre les plus petits composants qui constituent cette application. Donc on a tout ce spectre de vues et on a différentes interfaces qui permettent de naviguer dans une base centrale de connaissances qui est allée accumuler toute l'information qui est découvrable en utilisant de l'analyse statique.
Et en termes pratiques, c'est du software as a service qui tourne chez vous, c'est quelque chose que les clients installent chez eux? Alors en termes pratiques, on a les deux modèles. On a un modèle qui est un modèle qu'on va appeler SaaS et un modèle qu'on va appeler on-premise, grand classique. Donc dans les deux cas, par contre dans les deux cas, l'analyse de code nécessite un accès au code et donc on va un peu avoir des modèles différents. On peut avoir les analyseurs qui s'exécutent on-premise chez le client et les résultats qui sont exploitables à distance. Dans ce cas, ça peut être intéressant parce que pour des raisons de sécurité, des raisons stratégiques, de secret, on n'a pas forcément envie de confier son code sur une plateforme cloud, en particulier, une plateforme SaaS. Donc on va avoir vraiment les deux modes et on va pouvoir de cette manière-là consommer à travers le cloud ou bien consommer, de toute façon c'est une application qui marche dans le browser évidemment, consommer en local, mais avoir une analyse qui peut être détachée de ça et donc plusieurs modèles d'installation. Avant de venir à la partie cloud, parce que c'est celle-là qui a priori nous intéresse aujourd'hui, c'est le genre d'analyse qui est fait en one shot, une fois pour toutes. J'essaye d'avoir un inventaire, de comprendre, et sur base de vos rapports, je construis un plan de migration ou un plan de refactoring, ou au contraire, ou peut-être les deux, c'est aussi un système qui peut s'intégrer dans des chaînes de déploiement continu, d'intégration continue, pour faire de l'analyse en continu des changements qui sont introduits dans le code. Différents modes de consommation par nos clients. Un mode de consommation, c'est un mode qu'on appelle ponctuel, qui permet d'avoir une photo à un instant donné, une photo d'un portefeuille ou bien une photo d'une application, parce que on souhaite faire le point. Et donc on va par exemple décider qu'on a une application qui est fortement à risque parce que elle va peut-être être une candidate pour devenir une application généralisée dans un groupe. Elle a été développée dans une filiale, elle va devenir générale dans un groupe, pour avoir une image à un instant précise du risque qui est porté par cette application et de ce qu'il faudrait faire si on voulait la dérisquer avant de la généraliser. Donc ça peut faire l'objet d'une analyse ponctuelle. C'est pareil dans les analyses de type due diligence, c'est en général des analyses ponctuelles, le temps de prendre la décision d'investissement ou pas. Et puis on a des analyses qui vont être récurrentes parce que on souhaite s'installer dans une boucle continue d'amélioration et qu'on souhaite voir comment ça évolue. De même, lorsqu'on veut avoir une stratégie qui est une stratégie au long terme, les stratégies de migration vers le cloud sont des stratégies qui en général travaillent par vagues successives. On aimerait bien savoir si on n'est pas en train de dégrader la migrabilité, c'est comme ça qu'on appelle cet index, vers le cloud, du reste des vagues qu'on n'est pas encore en train de faire avant de s'y mettre, en essayant peut-être de maîtriser ça et de pas, lorsqu'on fait des opérations de maintenance, dégrader cette capacité à migrer en faisant des choses qui sont pas jolies. Et donc dans l'idée où on fait cela en continu, ce type d'analyse en continu, il y a certains indices, certains facteurs qui sont calculés sur base de l'analyse de code, et donc le client peut au fil du temps avoir un dashboard et évaluer la progression de ces indices pour voir s'ils vont vers un mieux, statu quo, ou vers un moins bien. Les indices, c'est vraiment quelque chose qui est à destination plutôt de profils managériaux, parce que comme tous les managers, ils comprennent rien en code, donc ce qu'il leur faut, c'est quelque chose que eux ils arrivent à interpréter. Et donc ces indicateurs vont être effectivement quelque chose qui a pour objectif de dire voilà, en fonction de l'âge de votre application, en fonction de la nature de ce que vous en faites. Évidemment, si vous embarquez une application qui est dans un avion ou qui gère les mêmes contraintes, gère des vies humaines, on n'a pas forcément la même tolérance que pour une application qui gère des tickets de cantine. Donc en fonction de ça, voilà les indices qui disent si cette application peut poser problème ou pas. Les indicateurs. Mais évidemment, pour un développeur, ça n'a aucun sens. Et parfois même, c'est contre-productif de chercher juste à améliorer les notes, alors qu'il faudrait plutôt travailler sur le fait de dérisquer certaines portions d'une application qui sont une portion plus stratégique. Donc il y a tout un dialogue à établir, et l'exploitation des résultats de la software intelligence demande aussi à ce qu'il y ait des gens qui sont là pour interpréter. C'est pas une consommation qui se fait inintelligiblement de résultats qui pourraient juste se traduire par j'ai 3,5 maintenant. Alors je dis 3 et 3,5 parce que notre indicateur s'inscrit entre 1 et 4 et qu'on cherche à être au-delà de 3 pour dire tout va bien. Ça nécessite un travail d'interprétation qui continue à alimenter le discours. On a juste des alerteurs qui au contraire vont être là pour déclencher ces dialogues entre les différentes couches de management et entre les différents acteurs qui ont à travailler sur le code. Alors, tu as dit un truc qui m'intéresse avant, c'est un des cas d'utilisation de vos clients, c'est de préparer une migration vers le cloud. Et moi, j'ai tendance à voir les choses avec ma casquette AWS très cloud, en disant tout est migrable vers le cloud. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont plus faciles à migrer que d'autres, mais qu'est-ce qui constitue
d'après l'analyse de code, des applications plus faciles à migrer que d'autres. Quels sont les points d'analyse spécifiques cloud que votre solution va chercher dans le code de vos clients? Tout est migrable vers le cloud. On voit même maintenant de bonnes vieilles applications mainframe être emmenées sur le cloud. Donc je suis d'accord avec toi, tout est migrable sur le cloud. Maintenant, on migre pas sur le cloud de la même façon. On sait déjà qu'il y a des modèles de consommation sur le cloud. On va peut-être faire de l'infrastructure as a service, on va peut-être faire du platform as a service, on va peut-être faire du container as a service, on va peut-être faire il y a différents modèles, et ces différents modèles impliquent un certain nombre de bénéfices. Si on fait du platform as a service, c'est parce que la plateforme vers laquelle je migre m'intéresse par les services qu'elle offre, qui pourraient être complémentaires à mon application. Donc il faudrait que mon application puisse tirer parti de ces services. Par exemple. Si je fais du container as a service, c'est parce que la plateforme me permet d'orchestrer des conteneurs qui ont tout un intérêt. J'ai peut-être une application qui a besoin, par exemple, de se comporter différemment en fonction de la saison, parce que si c'est le Boxing Day, je veux pouvoir démarrer en parallèle tout un tas d'instances pour pouvoir absorber une charge. Ça aussi, ça nécessite à ce que l'application puisse s'adapter à ce genre d'environnement. Donc la manière dont l'application qui va être emmenée sur le cloud a l'intention de consommer le cloud va être impactante sur sa possibilité à migrer vers ce modèle. Donc on va travailler sur ces sujets-là et on va identifier si une application peut être une application qui va migrer vers une cible pass ou vers une cible casse et indiquer ça en recherchant dans le code des patterns qui seraient contradictoires avec ce type d'utilisation et ce type de fonctionnement sur le cloud en cible. Et comme je dis, ce type de fonctionnement en cible sur le cloud, c'est-à-dire que même si vous avez déjà une application qui a été migrée en mode IaaS sur le cloud, mais que vous voudriez la utiliser différemment, vous voudriez la transformer pour qu'elle arrive dans un modèle où elle pourrait être conteneurisée et tirer parti d'une scalabilité horizontale, eh bien, on va aussi donner des indications sur comment on pourrait transformer cette application pour passer d'un modèle à l'autre. Quand tu dis des patterns qui peuvent faciliter ou au contraire rendre une migration un peu plus difficile, est-ce que tu as quelques exemples techniques à partager? Moi, j'en ai un qui vient en tête, c'est l'utilisation du file system local, par exemple. Ça indique plutôt de la virtual machine que du serverless. Mais il y en a certainement des tas d'autres. Par exemple, des composants COM dans une application Windows, c'est pas très bon, forcément, ça. Ouais. Voilà, si tu as des situations où tu es ce qu'on appelle stateful, c'est-à-dire où les différents composants qui constituent ton applicatif sont en relation synchrone, et ça va être difficile de les séparer, et si tu cherches à faire de la scalabilité, ça va être compliqué. Tout ce qui va être par contre mode de fonctionnement qui se détachent de la plateforme, par exemple des CSP, des fichiers de paramètres qui vont se substituer à la recherche d'informations qu'on irait rechercher en interrogeant l'operating system, vont faciliter la migration. Donc on détermine des patterns qui sont à la fois des bloqueurs et des patterns qui peuvent être aussi des accélérateurs, et on va les proposer ça. On va un petit peu plus loin, on a travaillé pas mal avec les hyperscalers et les équipes qui aident à la migration, que ce soit chez AWS mais chez d'autres hyperscalers aussi, et on a un certain nombre d'ABAC qui permettent de dire si vous avez ce type de défaut, ce type de bloqueur qui est présent dans votre code qu'on a pu détecter, alors pour résoudre ce genre de défaut, globalement voilà l'effort qu'il faudrait consacrer en termes d'efforts en termes de jour homme pour modifier le code et rendre l'application plus compatible avec sa migration vers le cloud. Donc ça aide aussi à sizer et à dimensionner lorsqu'on a construit une vague qui va aller vers le cloud, l'effort qu'il faudrait faire pour que ces applications soient plus faciles à emmener et pour avoir une petite idée de ce à quoi on s'expose avant d'avoir terminé cette migration. Ah oui, je comprends ce que tu disais au début, ça va plus loin que l'analyse statique du code. C'est pas uniquement identifier les bloqueurs, c'est également proposer des solutions et donner une estimation de charge de travail pour l'implémentation en fonction du volume du code à modifier et à tester. Et je suppose de vos années d'expérience en la matière, vous pouvez estimer... Oui, on a aujourd'hui plusieurs milliers d'applications, même plusieurs dizaines de milliers d'applications qui ont été analysées avec nos solutions et pour lesquelles nos consultants sont allés faire travailler leur matière grise pour aider nos clients à avancer. Donc on a effectivement accumulé beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'informations pour aider les clients dans leur stratégie et dans les solutions à mettre en place pour résoudre ces différents problèmes. Donc vous proposez des design patterns aussi pour dire voilà, si c'est une application qui fait plutôt ça, la manière de le résoudre élégamment dans le cloud, c'est plutôt comme ça? Oui, alors ça peut être des patterns d'assez haut niveau, comme ça peut être des choses très basiques sur des défauts de code qui sont des défauts de code assez évidents à corriger. On va trouver tout un tas de possibilités.
Quels sont les langages de programmation que vous supportez? Parce que je m'attends à ce que tu me dises Java, COBOL, etc. Mais oui, est-ce qu'il y a Java, des choses... .NET et COBOL sont évidemment évidemment trois domaines qu'on connaît, mais on traite aujourd'hui une cinquantaine de langages. Donc tu vas pouvoir ajouter à ça du Python, tu vas pouvoir ajouter à ça les langages de programmation des mobiles, comme Kotlin, comme Swift. Swift. Tu vas retrouver des langages qui sont historiques. On a parlé du COBOL, mais le RPG par exemple. Oui, bien sûr. On va trouver des langages aussi qui sont importants parce que on a des situations avec des ERP qui sont extrêmement customisés. On a la BAP par exemple, et puis les nouveaux langages comme Fiori, comme SAP UI qui tournent autour de SAP. On va trouver tout un tas d'informations sur des frameworks. Aujourd'hui, on a difficilement la capacité à fabriquer de nouvelles applications, surtout dans les nouvelles architectures, sans framework. Donc on supporte en gros 50 langages, donc on les a pas tous cités là évidemment, mais on va supporter des centaines de frameworks. Alors des frameworks assez classiques, Spring VC, ouais. Spring Data, Spring Security. On va retrouver Hibernate, JPA qui sont plus anciens. On va trouver Entity côté .NET. On va retrouver des patterns qui sont des patterns par contre qui vont concerner par exemple le Node. Express en Node.js, Mongoose parce que c'est la façon de faire de l'abstraction de données pour attaquer une base de données NoSQL, une collection de données NoSQL. Donc on supporte aussi les bases de données, on supporte les procs stockés dans les bases de données, on supporte les nouvelles structures, donc les structures NoSQL. On a une douzaine de bases de données relationnelles sur lesquelles on est capable de fournir des diagnostics. On a une petite trentaine de collections NoSQL. Alors parfois c'est la même, mais les collections NoSQL se comportent pas exactement de la même façon quand on les utilise en Java ou en .NET, donc on fait la différence. Et puis on trouve des choses qui sont super historiques. Si on a de la base de données hiérarchique DL1 par exemple, on va traiter ça aussi. Voilà, donc on a tout ce panel, et puis ce qui est très important, ce sont les architectures. On a les architectures qu'on appelle historiques et classiques, les architectures client-serveur ou les architectures web 1 et web 2 qui sont assez classiques avec des front-end qui sont écrits en général en JavaScript et puis qui appellent un back-end Java, voilà. Et puis on a des applications, puis peut-être encore un troisième tiers mainframe, et puis on a des applications qui sont plutôt sur la main stack. On parle de Node.js, on a beaucoup la partie Mongoose, Angular, etc. qui vient se mettre en place. Et puis on a toutes les architectures microservices, qui sont des architectures qui sont bien plus challenging à prendre en compte, puisque en général les composants sont inscrits dans des architectures asynchrones. Et que donc reconnaître comment les différents bouts s'aboutent les uns aux autres, comment les appels se font, ça nécessite d'avoir une maîtrise aussi de la manière dont c'est organisé, de comprendre les fichiers de paramètres qui vont permettre de piloter cet ensemble, et de comprendre que il y a des composants qui sont là pour ça. Si je pense à l'architecture Spring qui a été déclinée par Netflix, on a du Zul, du Xtrix, du Eureka. L'Eureka, c'est le dictionnaire, la manière dont on paramètre le dictionnaire et les différents services qui sont autour. On va comprendre comment une URI est construite, et ça me permettra de dire, voilà, si j'ai un appel au départ, je vais pas arriver sur un espèce de boîte noire qui me dira tu pourrais appeler 50 autres choses derrière. Non, il faut que je traverse ce lien pour dire cet appel-là va appeler exactement ce traitement en arrière-plan. Donc on a ce challenge-là à résoudre, et on le résout évidemment pas sur toutes les situations. Il y en a beaucoup sur le marché, mais sur les principales implémentations, on est capable d'intervenir. Ah ouais, ça partait de quelque chose d'un peu simple dans ma tête au début, et puis quand on parle là, ah ouais. Voilà. Et donc ça veut dire que vous résolvez également vous détectez les dépendances dynamiques. J'appelle un web service dont je sais pas, l'URI est construit dynamiquement par des variables qui viennent elles-mêmes d'une base de données. Enfin, on peut imaginer des trucs. D'une base de données, ou plus souvent aujourd'hui d'un fichier JSON, d'un fichier YAML, d'un fichier XML. Et ça, vous êtes capable, vos analyseurs sont capables de détecter aussi. Alors tu parlais des frameworks, et pendant que tu parlais des frameworks, dans ma tête, il sonnait un truc middleware. Il se trouve qu'à la fin du siècle passé, au début de ce siècle-ci, j'ai beaucoup travaillé sur des ESB, de l'EAI, etc. Oui. Est-ce que ça fait partie du paysage d'analyse aussi, bien sûr, DataStage, par exemple. Par exemple. On parle de ça. Donc, DataStage, on sait analyser aujourd'hui du code DataStage et fournir des diagnostics et un avis sur les risques qui sont pris et sur la manière dont c'est organisé. Là, pour le coup, c'est assez caractéristique de l'ouverture de la plateforme. L'analyseur DataStage a été écrit par IBM. Et il fait partie de ce qu'on appelle les analyseurs communautaires. Donc, on a une plateforme centralisée qui appelle des analyseurs en fonction des langages qui sont mis en place, et on a besoin d'avoir
lorsqu'on analyse une application complexe, parfois de nombreux analyseurs pour traiter tous les langages qui sont impactés. Si vous avez un front-end mobile qui appelle un back-end Java, qui appelle des transactions historiques en COBOL, qui attaque une base DB2, mais qu'en même temps, pour le front-end, on a voulu faire des choses un peu sympas sur l'UX et qu'on a mis de la connexion NoSQL pour faire un peu de stateless et avoir des bons temps de réponse, et ben on a une situation qui est assez complexe et on va avoir ces différents systèmes. Si en plus de ça, pour mon batch, j'ai de la transformation de données avec du data stage qui est fait en arrière-plan, je voudrais pouvoir aussi avoir un avis sur cet ensemble complet. Et c'est ça qui est important chez K, c'est qu'on va avoir cette vision systémique. On fait de l'analyse de la structure complète et on s'intéresse vraiment à la manière dont est architecturé le logiciel. Nos diagnostics portent évidemment sur des défauts de code, mais aussi et beaucoup sur des défauts qui sont des défauts au niveau de l'infrastructure. On travaille beaucoup sur ce sujet-là avec les travaux qui sont organisés par un consortium qui s'appelle le CISC, le Consortium for Information and Software Quality, qui a été créé par la Software Engineering Institute et par l'OMG pour pouvoir faire du think tank autour de tout ce qu'il est possible de trouver à partir d'une analyse statique de code. Voilà. Et donc ils ont beaucoup travaillé sur ces aspects qui sont des aspects structurels jusqu'à ce que leurs recommandations deviennent une norme, la norme ISO 5055 que nous aujourd'hui on supporte et qu'on implémente. Ça veut dire aussi que dans les sources, les repos de code auxquels vous vous connectez, pour avoir cette vue holistique un peu surtout, il faut faire une analyse à travers plusieurs repos. Parce que dans un exemple que tu viens de citer, typiquement, il y aura plusieurs repos de code, il y aura un peu de GitHub pour le front-end ou les choses plus modernes, il y aura je sais pas quoi sur le mainframe où le code source est maintenu sur le mainframe, il y aura peut-être encore du visual sourcé ou les solutions d'IBM pour le middleware. Donc vous êtes capable de vous connecter à tout ça. Alors, et une analyse tout ça, mais c'est sur l'ensemble de tout ça. Bien sûr. Mais la difficulté, c'est pas réellement de se connecter. Aujourd'hui, si tu regardes une gestion de configuration moderne, elle va permettre à une équipe agile de travailler en plusieurs feature teams, par exemple. Chacune de ces feature teams va travailler sur un sous-ensemble du logiciel qui va produire des binaires. Ces binaires vont être stockés intermédiairement dans des dépôts binaires Artifactory, Nexus, qui eux-mêmes vont être ces binaires réutilisés dans la fabrication d'un logiciel final. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir bien compris comment toute cette mécanique est architecturée pour pouvoir dire là je suis en production et c'est évidemment une application de production que je veux analyser parce que je veux dérisquer l'utilisation de cette application, donc c'est de pouvoir analyser et comprendre comment je retrouve ce code source. Ça c'est un travail que nos équipes de consulting font dans ce qu'on appelle l'onboarding lors de la première analyse pour bien détourer le code qui doit être analysé et avoir cette compréhension. Donc on a des gens qui maîtrisent bien les processus ADM. Moi-même, personnellement, j'ai travaillé dans ce métier-là depuis l'analyse des exigences jusqu'au le déploiement en production des applications sur différentes solutions d'éditeurs. Et on a une vraie maîtrise de ça pour pouvoir aider les clients à ressortir de ça. Et puis aussi pour nous insérer dans les chaînes de CI/CD, puisque lorsqu'on va faire du travail qui est du travail de boucle d'amélioration continue et on va fournir nos diagnostics en continu, eh bien on va vouloir s'intégrer dans ces chaînes de CI/CD. C'est à ça que je voulais en venir. C'est pas un système qu'on installe, qu'on déploie, on configure un peu et puis on le laisse travailler. Il y a un travail de configuration plutôt manuel avec des consultants qui viennent sur place, etc., qui doivent comprendre les dépendances, les repos, les applications. Alors l'installation dans les chaînes de CI/CD, c'est pas très complexe en fait. Le produit a des plugins ou bien des interfaces de type API REST qui permettent de s'installer assez facilement. Tout dépend après de la maturité de l'équipe qu'on a en face pour être capable de maîtriser son code source. Donc ça peut effectivement être un peu challenging pour tout le monde. Mais quand on parle de complexité de l'onboarding, ce qui va être complexe, c'est de comprendre l'architecture de l'application et de savoir ce qui est structurant. Donc comprendre quand on a fait une architecture microservice par exemple, si elle a été modifiée par rapport à un modèle standard du marché, comprendre quels sont les points d'entrée dans une application. On cherche nous à comprendre aussi les transactions, donc les transactions de bout en bout, pour pouvoir dire dans un logiciel, ce qui est important, c'est de dérisquer les transactions qui sont les plus utilisées tous les jours par mes clients, pas celle qui est utilisée 2 fois par an par l'administrateur, évidemment. Donc on a cette visibilité, on est capable de reconstruire la structure d'appel de toute notre application, et donc on est capable de suite en dire, voilà, il va falloir aller traiter de bout en bout plutôt cette transaction-là qui est utilisée 50 000 fois par jour par vos utilisateurs, sur lesquels il y a un risque d'os, par exemple, de deny of service. Il faut se débarrasser de ça parce que ça pourrait impacter le chiffre d'affaires, mais ces
autres transactions, elles sont moins importantes parce qu'elles sont pas utilisées de la même façon. Donc on a besoin de comprendre ça, et des points d'entrée, ça peut être très surprenant, hein. On a travaillé il y a pas très longtemps avec une entreprise qui, comme point d'entrée, déposait un fichier dans un répertoire. Et comme le système d'exploitation permet de savoir qu'un fichier vient d'être déposé dans le répertoire, et ben ça a déclenché un traitement. Donc ça, c'est pas un point d'entrée classique. Ça existe, hein. C'est pas un point d'entrée classique dans les applications, mais ça existe. Et donc il faut bien prévoir que là, il y a un point d'entrée sur un traitement batch en l'espèce, et que je veux avoir la vision de ce traitement batch aussi avec ce point d'entrée et le point de sortie, et puis pouvoir aussi donner un avis sur ce traitement-là. J'ai vu ça beaucoup à l'époque où je travaillais dans des banques, des workflows de transfert de fichiers entre différentes entités avec du FTP plus ou moins sécurisé ou d'autres systèmes propriétaires. Du CFT par exemple. Pour transférer des fichiers. Comment on engage avec vous? Tu as parlé de vos consultants, je suppose qu'il y a des tas de partenaires aussi qui utilisent vos solutions dans leur projet, des grandes boîtes de consulting. C'est le principal nouveau modèle d'utilisation de commercialisation de Cast, hein, c'est de la vente indirecte. Donc on a deux grands types de partenaires, les hyperscalers. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats avec les hyperscalers. Microsoft, Google et nous, globalement. Google, AWS et IBM. Ah, IBM, bien sûr, ouais. Ouais, même si c'est que 2% du marché du cloud. Mais voilà. Et on a les ESN. Les grandes ESN. Alors, les grandes ESN américaines, hein, comme DX et Accenture, avec qui embarquent les solutions de Cast dans leurs offres. IBM Global Services l'embarque dans l'offre qu'ils appellent Garage, Accenture dans l'offre qu'ils appellent MyNav, par exemple. Hein. On a aussi les grandes sociétés ESN indiennes. On a même créé une filiale pour supporter les ESN indiennes comme Infosys, Cognizant, Tata, qui sont devenues très utilisatrices de ça. Et puis on a les grandes européennes, hein, comme Capgemini, Sopra Steria, voilà, qui sont gros clients. Hein. Capgemini vient de signer un gros contrat avec nous, par exemple, pour gérer le risque des licences dans l'open source. Hein. Ils utilisent aujourd'hui l'open source, c'est aussi un élément important dans la construction des applications. Et donc être capable de comprendre quel risque est porté par l'open source que l'on embarque, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la software intelligence et qu'on embarque avec les solutions Cast. Pas mal comme use case, ça c'est pas que le risque technique, c'est aussi analyser la licence de tel composant que le développeur a ajouté pour voir si ça amène un risque légal d'utilisation. D'accord. Exactement. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, et donc tu parlais de Capgemini qui embarque... qui a embarqué de solutions pour cette analyse en particulier du risque légal, qui est plus moins bien maîtrisé, on va dire, globalement aujourd'hui qu'on peut l'imaginer, et qui est un vrai risque, quoi. Oui, c'est un vrai problème pour pas mal d'organisations, c'est un vrai challenge, s'assurer qu'il n'y a pas un développeur dans un coin qui est inclus une librairie sans faire attention, qu'il soit en GPL par exemple, ce qui obligerait une AGPL sur une Affero par exemple, qui est vraiment de passer tout leur code en GPL. Est-ce que tu as des histoires, des anecdotes, des histoires de guerre ou des histoires clients à raconter, hein, quelque chose qui t'a waouh? Alors oui, bien sûr, on a des situations qui sont assez impressionnantes. On a travaillé sur un grand nombre de situations qui sont des situations sur des applications qui sont des applications emblématiques. On a travaillé sur la paye des militaires français qui est devenue depuis source solde, juste pour que ce projet on puisse confirmer que la dette technique qui s'était accumulée nécessitait qu'on relance un projet différemment, hein. Et donc aujourd'hui on continue à contrôler cette application source solde avec les solutions Cast. On a fait la même chose avec d'autres logiciels sur le SIRH de l'éducation nationale, on est même parfois engagé par la Cour des comptes pour les aider à faire de la due diligence. Donc ça c'est des situations qui sont assez sympas. Quand on dit waouh, par exemple, sur ce solde, c'est 80 millions de lignes de code. Waouh. Tu vois, donc c'est pas des tout petits systèmes. Hein, voilà, donc et on a des situations comme ça. On a qui sont assez emblématiques. Il faut voir que les applications de commandement de terrain de l'armée américaine sont contrôlées par les solutions de Cast. Et pour nous, c'est pas qu'une petite fierté, puisque ces solutions-là, c'est quand même stratégique pour l'armée américaine. Il s'agit bien de coordonner les combattants sur le terrain, par exemple. Hein. Et ils n'ont pas trouvé de société américaine pour contrôler la qualité de leur code et pour dérisquer leur code. Ils sont donc venus demander à Cast de travailler. Cast, ça a quelle origine? Alors Cast, c'est une société française. Cast, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est une société française qui a 30 ans d'existence. Alors aujourd'hui, c'est une société internationale. Hein. Cast
Cast fait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, ne fait plus que 20% entre guillemets de son chiffre d'affaires en France, et on est présent dans les grandes capitales européennes, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en UK, dans les Nordiques, et puis on est présent en Inde, entre autres pour supporter les grandes ESN indiennes, et puis on est présent aussi en Chine maintenant. Et tu parlais de vos consultants tout à l'heure, vous travaillez plutôt en deuxième ligne pour supporter les ESN et les autres, ou vous allez en direct chez les clients aussi? Alors non, on va aussi chez les clients, mais on n'a pas une très grande force de consulting. Force de frappe. Notre objectif, c'est vraiment plutôt de démarrer alors de faire des analyses ponctuelles, bien sûr, mais pour ça, on a mis en place une usine d'analyse en Inde, ce qui nous permet d'avoir un peu de bande passante. On travaille beaucoup de cette manière-là sur les audits ponctuels qui sont faits sur le territoire américain, donc c'est traité en Inde. On a aussi des consultants qui sont là pour démarrer avec des clients et les rendre autonomes. Donc là, on a une équipe effectivement aussi locale dans chaque pays, il y a une équipe assez importante en France pour ça. Et puis on forme et on crée des centres d'expertise CAST chez un certain nombre de SN, effectivement. IBM est capable d'opérer les solutions de CAST, Infosys est capable d'opérer les solutions de CAST, Cognizant est capable de le faire, Accenture l'a fait aussi, voilà, donc on a ces deux modèles-là, et on travaille aussi pour ce qui est de l'expertise fine des langages avec, je vais dire, une foultitude de bons experts en freelance qui viennent nous aider sur des points très pointus. Sur la syntaxe, la sémantique des langages. Exactement. Et autrement, 50% de la force de frappe de CAST, c'est sa R&D. Il faut voir qu'on a un peu plus de 150 ingénieurs qui développent les analyseurs chez nous, qui développent la technologie, parce qu'il faut juste suivre déjà, et c'est pas si simple. 50 langages de programmation, chacun avec ses frameworks ou ses environnements middleware, voilà. Ces environnements d'exécution, on va dire. Ça représente un certain effort. Ça fait pas mal de volume. Vous êtes dans une bonne position pour détecter aussi les tendances dans le code, les modes, les choses qui changent. Comment tu vois Alors ça, c'est important pour nous, parce qu'il ne faut pas se tromper d'histoire. Voilà, on peut. Imaginons qu'on décide d'aller sur des plateformes mobiles. Il y a beaucoup de langages mobiles, lesquels on va choisir. Voilà, par exemple, on a fait l'impasse sur le Flutter, par exemple. Mais on n'a pas fait l'impasse sur le Kotlin. Est-ce qu'on a eu raison de faire Kotlin plutôt que Flutter, qui sont deux langages portables sur les différentes plateformes? On verra dans quelques années. Voilà. Pour l'instant, on a l'air d'avoir raison, mais oui, ça nous oblige à être très à l'écoute du marché et de comprendre dans quel sens ça va. On voit bien que les architectures serverless, par exemple, sont de plus en plus importantes. AWS et pas qu'AWS. Les fonctions Azure, les clients allaient dans cette direction-là pour optimiser les modèles de coût, et puis aussi pour optimiser les modèles de déploiement. Donc nous, on est aujourd'hui capable de gérer le lambda calcul, les fonctions lambda dans AWS et les Azure Functions dans Azure, pour pouvoir traiter aussi le serverless. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous oblige effectivement à être dans cette direction-là, et quand on parle futur, on a même de la prospective qui va un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est à ça que je voulais en venir. On a tous cette vision de la migration vers le cloud, et en particulier dans la construction d'applications en microservices, puisque c'est quand même de cette façon-là que finalement on tire la meilleure partie d'une application déployée sur le cloud lorsqu'on l'a construite en architecture microservice, et on voit bien que les applications qui sont cloud natives sont quasiment toutes en microservice. Donc ça, c'est encore du travail pour nous, et c'est encore du travail pour de nombreuses années, parce que le parc à migrer, à réarchitecturer, à reconstruire est assez important, faut pas se cacher. Mais il y a d'autres sujets qui nous intéressent. On a démarré de manière très sérieuse des études sur les plateformes qui utilisent la blockchain, qui utilisent les smart contracts, où il y a ses propres environnements de travail. Vous avez des frameworks comme Solidity qui sont dédiés à cet environnement-là. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se positionne maintenant, parce que c'est maintenant que ça bouge, et ça va forcément être très important. Il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent. On n'a pas du tout idée de comment ce sera utilisé ni ce que ça deviendra, mais les NFT, par exemple, vont être source de création d'applications qui vont avoir besoin d'être qualifiées. Et puis on sait qu'aujourd'hui, la plupart des mauvaises opérations qui se font sur la blockchain se font à travers des smart contracts qui sont des passoires. Donc il faudra être capable de dire comment un smart contract est bien écrit et n'est justement pas une passoire qui pourrait laisser des arnaques passer. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et même plus loin, je sais pas si tu as entendu parler, mais il y a un Artificial Intelligence Act qui a été
créé par l'Union européenne, avec une sorte de droit à l'intelligence artificielle éthique. Vous êtes un citoyen, vous allez être traité. Alors ça peut être juste un chatbot, bon, ça c'est pas très grave, mais éventuellement des choses plus intimes, par des algorithmes qui seront plus faciles à lire sur le papier, mais qui seront portés par du machine learning. Comment éviter qu'il y ait des biais dans ces algorithmes-là? Est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y a pas de biais qui seraient contradictoires avec la loi? Et quand on voit les pénalités qui sont portées par cette Artificial Intelligence Act, on sait que lorsqu'on sera capable de fournir des diagnostics qui seront incontestables, qui seront objectifs, eh bien on a un marché là qui va aussi s'ouvrir pour nous. Je donne un exemple concret, un calcul de prime d'assurance ou un calcul de risque lié à des primes d'assurance par exemple qui serait fait par une intelligence artificielle qui aurait un biais qui ferait payer plus cher certaines catégories de population que d'autres. Voilà, par exemple. Et c'est le genre de choses auxquelles vous réfléchissez pour le futur, comment aller analyser ces algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et donc pour étendre votre champ d'investigation, d'intelligence, pour revenir à ce que tu disais au début. La blockchain, les smart contracts, les environnements sont plus proches dans la réflexion. Donc serverless aujourd'hui, voilà, blockchain demain et IA plus tard. Et IA après-demain, si on doit repenser tout ça. Conversation passionnante. Sylvain Caillot, directeur technique de chez Cast. Merci Sylvain d'avoir expliqué tout ça très clairement. L'intelligence software, intelligence au sens anglais du mot intelligence, donc le renseignement, l'extraction de l'information dans le logiciel sur la plateforme Cast. Je mets les liens évidemment vers votre site web et les autres technologies dont nous avons parlé dans les notes du podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ce podcast AWS en français. Prochain rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.